Une question l'intéressait depuis très longtemps. Pourquoi les personnages principaux des romans se voyaient-ils confier les tâches les plus difficiles et les surmontaient-ils avec aisance? Le héros a toujours un objectif à atteindre. L'atteindre est la tâche principale. Cependant, des échecs se produisent toujours sur le chemin du personnage le plus adroit. Il était impossible de tout penser à l'avance, d'envisager toutes les options et méthodes pour atteindre l'objectif. Mais l'ennemi ou le rival est souvent plus fort, et le héros a du mal à s'en sortir. Si l'ennemi a aussi des pouvoirs magiques, le héros doit se rendre. Dans un combat aussi inégal, une épée ordinaire est un morceau de fer inutile. S'avouer vaincu est un sort encore plus amer, car il se prenait pour un héros. Mais on veut toujours vivre, et le héros doit demander grâce. Mais l'ennemi ne connaît pas la pitié, il poursuit d'autres buts que lui seul connaît. L'adversaire était très expérimenté et habile, le héros était impuissant. Un petit choc final et le héros est enfin vaincu. L'adversaire au sang-froid ne faisait que sourire. Il n'y avait pas une goutte de pitié en lui. Le héros, mortellement blessé, demande au méchant pourquoi il est si expérimenté et si doué au combat, pourquoi il s'en prend à des adversaires de son niveau, pourquoi il s'attaque à de tels novices. Mais le méchant n'entra pas dans la discussion et mit fin à la vie du héros d'un seul coup. L'ennemi se tenait au-dessus du héros vaincu et marmonnait qu'il n'était pas évident de comprendre pourquoi il faisait cela. Un adversaire de taille ou un nouveau venu dans la bataille? Quelle différence cela fait-il de savoir à qui l'on va remettre les trophées? Et d'un adversaire mort pour collecter des trophées, c'est encore plus pratique. Le méchant n'avait aucun doute. Un jeu de rôle en réalité virtuelle se déroulant dans un monde fantastique. Il repose sur un degré de liberté exceptionnel et offre de vastes possibilités de construction de monde. Le jeu a rapidement attiré l'attention des joueurs du monde entier. Le jeu compte actuellement des dizaines de millions d'utilisateurs à la fois. Le jeu est devenu le meilleur jeu au monde. Le tueur du jeu était en train d'acquérir la pire réputation en tant que méchant principal. Il a tué un autre utilisateur, sa cote de méchanceté a augmenté, son niveau de notoriété a augmenté, sa renommée est exorbitante. Il est le premier à obtenir 1 million de points. Le résultat obtenu est le pire criminel du monde. Il est resté horrifié par les informations qu'il a reçues. Quand a-t-il réussi à devenir un tel criminel? Il a commencé à se souvenir du nombre d'utilisateurs qu'il avait retirés du jeu. Et c'était vraiment beaucoup, environ 100 000 personnes. Il s'est avéré qu'il avait détruit plus que nécessaire. Cela fait 2 ans qu'il est dans le jeu et le chiffre a naturellement augmenté. Les dommages qu'il cause à la population ne cessent de croître. Il est désormais le pire criminel de tout le continent. Désormais, toutes les nations le craindront et les gens trembleront à l'évocation de son nom. Il réfléchit. Peut-être que faire trembler les gens n'est pas une si mauvaise chose. Il se dit qu'il pourrait effacer ses traces après le meurtre. Il n'y aurait de toute façon pas de témoins. À ce moment-là, la fenêtre d'aptitude activa la compétence et signala qu'une personne avait été détectée à proximité, à une 50aine de mètres. Il n'aurait pas dû y avoir de personne ici à cette heure-ci. Ce n'était pas une coïncidence. C'était probablement aussi un chasseur de primes. Il décida de guetter et de traquer ce chasseur. Il devint même curieux. Qui cela pouvait-il être? Il avait la capacité de reconnaître les gens. Cet homme s'appelait Gu Wai. Il se rendit compte que ce nom ne lui était pas familier. Apparemment, il ne s'était pas inscrit dans le classement du jeu. Gu Huai portait des vêtements d'entraînement traditionnels coréens, possédait une armure et un millier d'autres gadgets différents, mais en fait les plus ordinaires. Bien que l'une des armes de Gu Huai soit une épée longue, il s'agissait probablement aussi d'une épée simple, mais dans l'ensemble, son équipement était encore médiocre. C'est peut-être pour cela qu'il est entré dans le jeu sans s'inscrire. Il n'empêche qu'il sentait le bas de gamme. On ne devrait même pas se salir les mains avec quelque chose comme ça. Il avait des doutes, mais il décida de ne pas se frotter à Gu Huai et quitta secrètement son point d'observation. Il trouvera toujours quelqu'un à tuer. Trouvons des proies plus appétissantes. C'est alors qu'il entendit une voix derrière lui. « Je t'ai trouvé !» L'assassin se figea sur place, qui pouvait le détecter sous protection. L'assassin se retourna pour faire face à Gu Xvai et cria « Comment pouvait-il briser sa discrétion ?» Soudain, Gu Huai coupa l'épée de l'assassin en deux d'un seul coup de son épée simple. L'homme n'en croyait pas ses yeux. L'assassin ne se rendit même pas compte qu'en même temps que l'épée, Gu Huai lui avait transpercé l'estomac. La blessure était mortelle. Il était encore en vie et se demandait comment il avait pu être pris par surprise et attaqué. Et par un paysan coréen. L'assassin s'effondra, épuisé mais pas encore mort, et s'efforça de réfléchir à qui pouvait bien se cacher derrière ce type étrange. Regardant toujours vaguement l'homme en haillons, il tenta de résoudre ce dilemme. Mais ses forces l'abandonnaient déjà. L'assassin était mort. Selon les règles du jeu, la pénalité ne s'applique pas au camp adverse. Le joueur avait un personnage à forte notoriété. C'est le criminel le plus dangereux du continent. Il ne peut pas se déconnecter pendant 24 heures à cause de la peine de mort qui lui a été infligée. Le détenu a été maintenu sous surveillance en prison après tout ce qui s'est passé. Le meurtrier, avec un score de notoriété aussi élevé,
se voit infliger diverses punitions. Il perd son nom et reçoit 1 million de points de notoriété. De plus, si le personnage meurt dans le jeu, il subit une réduction de niveau. Le personnage perd également de nombreux objets qu'il possédait auparavant. Le joueur ne pouvait pas croire jusqu'à la fin que son personnage était vraiment terminé. Comment était-il possible qu'un personnage aussi fort, avec un niveau aussi élevé, puisse mourir? Le joueur n'arrêtait pas d'y penser et devenait de plus en plus furieux. Quel genre de salaud pouvait bien faire ça à son personnage? Le châtiment sera sévère, car le meurtrier jouit d'une notoriété sans égale. Le joueur envisageait de toute façon de retourner dans le système plus tard, et il semble avoir pensé à quelque chose. Oui, le personnage avait l'air plutôt pathétique après avoir été réduit à néant de la sorte. Il est certain que plus personne ne l'admire maintenant. La prison appelée le Grand Gardien, où le meurtrier était détenu, était située sur une haute falaise, à une centaine de mètres au-dessus du sol. Ceux péchés étaient si nombreux que le plus long parchemin ne suffirait pas à les énumérer. L'Empire des Runes prive ces criminels de leurs droits. Il était un criminel trop dangereux et n'avait même pas droit à un procès et à une défense. La sentence était sans équivoque. Au début, il s'est contenté de rire. L'Empire l'avait condamné à la prison à vie. Le meurtrier exigeait au moins une dernière chance de se réformer. Puis il a commencé à se rendre compte de la sentence et a été progressivement horrifié. C'est une vie entière en prison, ce n'est pas drôle du tout. Immédiatement après le prononcé de la sentence, il a commencé à ressentir physiquement que son niveau d'énergie était remis à zéro, que toutes ses capacités étaient réduites à néant et que tous ses biens étaient confisqués. Tous les niveaux complétés sont isolés. Les succès de force sont également réinitialisés. Lui aussi a enfreint toutes les règles, et ce délibérément, ce qui ne fait qu'aggraver sa culpabilité. Le condamné est resté longtemps en rage dans sa cellule, indigné et réclamant justice. Le pauvre gardien qui se trouvait à l'extérieur de sa cellule était abasourdi par ces cris. Fatigué de crier et d'exiger, le condamné s'effondra sur le sol en pierre de sa cellule. Il pensa avec haine qu'il s'agissait de ce fichu jeu. De toute évidence, des erreurs s'étaient glissées dans le jeu. Il réfléchit à la nécessité de sortir de ce jeu d'une manière ou d'une autre. Les choses étaient allées trop loin. Il s'est dit qu'il devait sortir de ce jeu d'une façon ou d'une autre, mais il est allé trop loin. Mais comme il l'a touché, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un os humain et qu'il l'avait jeté de côté. L'os s'envola vers le mur d'en face et tomba dans un tas de chiffons. Il n'a pas réalisé au début ce qui pouvait être empilé là-haut, c'était une cellule. Il a alors regardé de plus près et a vu que sous la capuche, il pouvait voir le contour d'un crâne humain. C'est le squelette de quelqu'un enveloppé dans une cape. De qui s'agit-il? Manifestement quelqu'un qui a été condamné à la prison à vie comme lui. Belle compagnie, pensa le tueur. En regardant de plus près, il vit que le squelette avait une sorte de papier enroulé serré dans sa mâchoire. Il déplia le papier et commença à lire ce qui, selon lui, était le testament de Yawang. Yawang a écrit de lui-même qu'il était plus sombre et plus profond que n'importe qui d'autre. Il fut un temps où il était le seigneur des ombres, où il régnait sur la vallée des ténèbres et où il était le roi de tous les bandits. Les autres souverains du continent, les 10 royaumes restants, traitaient Yawang comme un emmerdeur. Il devait être jaloux de Yawanga, des trésors qu'il possédait. Il lui reprochait donc toutes les atrocités qu'il avait prétendument tentées sur tout le continent. Alors les héros des 10 royaumes l'ont dépouillé et l'ont mis dans cette prison. Il vit une inscription étroite au bas du testament, mais il put la lire. Elle disait que Yawangé leur rendrait l'appareil. Comment Yawangé allait-il se venger s'il n'était plus qu'un tas d'os dans sa cellule? Ce testament de Yawangé n'était qu'une foutaise, décida le nouveau bagnard. Mais il se retourna, et le drap contenant le testament dégageait une lueur incroyable. Et le testament révéla sa véritable signification. Il s'agissait d'un successeur qui viendrait piétiner leur monde. Le sens de son existence serait le suivant. Il leur prendrait tout et ne laisserait derrière lui que le vide. Il resta hébété et perplexe. Quel était cet étrange message? Comment le comprendre? Yawang était le seigneur de la vallée sombre, injustement emprisonné, qui mourut seul. Il espérait qu'un descendant apparaîtrait sûrement et qu'il se vengerait de tous ses maux. En mourant, il a scellé son pouvoir dans son testament. Peut-être le nouveau prisonnier est-il suffisamment qualifié pour que le pouvoir de Yawang lui soit transmis. Une fenêtre d'aptitude s'affiche, lui demandant s'il est prêt à suivre la volonté de Yawang. Mais il y avait aussi un avertissement que tous les niveaux, statuts et compétences seraient réinitialisés. Et il lui fut proposé de faire un choix. Il réfléchit et se dit qu'il valait mieux accomplir cette quête cachée que de passer le reste de sa vie en prison. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de réinitialiser quoi que ce soit et tout lui a déjà été enlevé. Le joueur s'est assis et a essayé de ressusciter son personnage, mais en vain. Le personnage a disparu, la situation était étrange, cela n'arrive pas non plus. Le système n'a rien donné, aucun résultat de la recherche. On ne sait rien non plus sur le personnage de Yawang. Le joueur s'est rendu compte qu'il s'agissait de sa première quête cachée, et s'est demandé pourquoi cela se produisait maintenant. L'objet du jeu est confisqué, les niveaux gagnés sont bloqués. C'est l'impasse.
Le joueur n'a plus qu'à tout abandonner. Le personnage ne cesse de se demander s'il a bien fait d'entreprendre cette quête cachée. Le joueur se rend compte que le personnage est revenu au premier niveau et qu'il ne sera pas facile de revenir au quatrième niveau. Mais le joueur pensa à un moyen d'aider son personnage à remonter. Et maintenant, le personnage voit les rues de la ville et ses yeux ne peuvent pas croire qu'il ne s'agit pas des murs d'une cellule de prison. Il crie sur toute la place de la ville qu'il a réussi à se libérer. L'essence de l'initialisation du personnage dans le successeur de Javange. Si le personnage d'Argos revient au premier niveau, il a deux possibilités. La première est de continuer à partir de cet endroit ou de revenir à la position de départ. Le personnage était enthousiasmé par la chance qui lui était offerte et était prêt à se rendre au niveau de départ. Il était d'accord pour dire que le redémarrage était une perte de temps. Le joueur a également compris qu'il valait mieux recommencer à améliorer l'ancien personnage et conserver les options qu'il souhaitait plutôt que de choisir un tout nouveau personnage. Soudain, il a remarqué que les gardes s'approchaient de lui dans la rue et s'est inquiété. Pourquoi était-il sorti de là? Avait-on su sitôt qu'il s'était échappé? Comment cela se fait-il? Se pourrait-il qu'après un sauvetage aussi incroyable, il soit à nouveau capturé? Ça, c'est de la chance. Mais les gardes passent calmement devant lui et ne font même pas attention. Il les regarda d'un air perplexe et se dit qu'il s'agissait encore d'une erreur. Avant, il se serait précipité sur lui et aurait essayé de me tuer à cause de ma terrible réputation. Mais maintenant, quelque chose avait manifestement changé. En regardant la fenêtre de statue, il se rendit compte que les choses avaient effectivement changé. Il était maintenant Luc, le voleur le plus dangereux, même si son agilité, sa force, sa vitesse et sa chance n'étaient qu'au premier niveau, et que sa foi était désavantagée. La notoriété était toujours là, toujours à l'équivalent d'1 million de dollars. L'information passive est également déconcertante. Tous les méfaits que vous avez accumulés sont cachés, mais une punition peut toujours être appliquée lorsqu'ils sont révélés. La notoriété lui est restée, toujours sous la forme d'1 million de dollars, mais aussi cachée, mais à cette époque, la fenêtre des compétences s'ouvre, il est prêt à acheter tout ce qui peut être offert. Il s'apprête à cliquer sur le bouton des compétences et à vérifier. Les compétences actives étaient les suivantes. Vous devez apprendre quels objets de valeur voler à la cible. Il est important de rester hors de vue de la cible. Si le volume n'a pas réussi immédiatement, les chances de le commettre sont de plus en plus faibles, car la cible vous a remarqué. Si la cible remarque Luc, il y a de fortes chances qu'elle attaque pour protéger ses biens. En lisant ces instructions, il s'est rendu compte qu'il allait effectivement devenir un vulgaire voleur. Il n'a pas vraiment le choix, il doit essayer et active le mode recherche. Il regarde tous les passants de la place. L'expérience est intéressante mais inutile. Il y a trop de monde, mais il n'a rien remarqué de précieux chez ces passants. La fenêtre d'aptitude ouvrit une recherche et Luc se demanda s'il était possible de l'utiliser pour les joueurs et pour les PNJ. Il cibla 2 passants et décida d'essayer la nouvelle compétence sur eux. L'un d'entre eux devrait sans aucun doute s'adapter à l'expérience. La cible fut choisie et Luc passa devant, sifflotant et l'air décontracté. La fenêtre indiquait qu'une cible spécifique avait été choisie, donnait le nom et les capacités de ce passant. Luc comprit comment cela fonctionnait. Luc est ravi. La fenêtre a reconnu que ce passant portait des vêtements et des objets de valeur. Luc décida de jeter au moins un coup d'œil sur ces objets de valeur. Mais la passante s'est éloignée de lui et il s'est rendu compte qu'il avait perdu le contact avec cette passante. La fenêtre explique que la perte de communication se produit lorsque la cible s'éloigne et que la recherche s'arrête. Luc a enfin compris comment cela fonctionnait et il était prêt à explorer plusieurs cibles disponibles à la fois. Luc marcha dans les rues de la ville, confiant dans le fait qu'il allait certainement tomber sur une cible potentielle pour l'entraînement. Il marcha dans les rues et réfléchit à la nécessité de choisir un endroit calme, à l'abri des regards humains, pour sa première expérience. Lorsque le nombre de serveurs augmente, la probabilité d'être touché diminue. C'est alors que Luc remarqua un cuisinier ivre et endormi, couché à même le sol. Luc se rendit compte qu'il s'agissait de la victime la plus appropriée pour l'entraînement, car il n'y avait pas de témoin et la victime ne le saurait pas. Luc a activé la recherche, la fenêtre donne des informations sur la cible sélectionnée. Une recherche plus approfondie a révélé une dague rouillée, mais elle n'était pas importante pour l'objectif de la recherche et du volume. Luc active la capacité de voleur. Le cuisinier n'a même pas senti qu'il avait été volé. La dague se retrouva facilement dans les mains de Luc, sans trop d'effort ou de tension. Luc était satisfait. Le travail avait été fait proprement. Il avait la dague. La fenêtre indiqua que le volume avait réussi, qu'il avait obtenu la dague rouillée, que son expérience avait augmenté, que son niveau de compétence et de notoriété s'était accru. Luc était à la fois satisfait et perplexe. Pour augmenter son niveau autant d'un seul coup, Luc se dit que s'il continuait ainsi, il atteindrait facilement et rapidement son niveau précédent. Il suffisait de cibler des gens aussi stupides que lui, ce ne serait pas difficile. Maintenant, nous devons choisir une nouvelle cible. Luc marchait dans la rue et entendit par hasard une conversation entre 2 passants.
L'un d'eux se demandait si l'autre avait des objets de niveau supérieur. Mais l'autre l'a arrêté et lui a dit de parler moins fort. Mais l'autre s'est rendu compte qu'il y avait des objets et a été ravi. Luc se rendit compte avec enthousiasme qu'il avait de la chance. Voler des objets de haut niveau était bien plus intéressant qu'une dague rouillée, et surtout, il lui serait utile. Dans le jeu Argos, il existe un système de niveaux en fonction de la valeur des objets. À partir du niveau normal, il existe des objets rares, uniques, héroïques, ainsi que des artefacts légendaires qui n'existent qu'en un seul exemplaire. Même si un objet est d'un niveau supérieur à un autre, il peut déjà être utilisé à un niveau supérieur dans le jeu. De plus, si l'objet est bon, il peut être vendu avec profit. Les passants ont continué à parler et l'un d'eux a dit qu'il savait que l'autre avait des objets de niveau supérieur dans le village initial. Luc décida de suivre les deux, au CA où il apprendrait quelque chose d'intéressant. L'un des passants demanda à l'autre ce qu'il comptait faire de ces objets. Allait-il les utiliser lui-même ou les revendre? Ce dernier a répondu qu'il allait d'abord voir combien ils valaient maintenant et qu'il déciderait ensuite de ce qu'il allait en faire. Le premier reconnaît que le second a fait le bon choix. Et il faut toujours être prudent. Et ils se donnèrent rendez-vous. Et Luc décida, le moment venu, de faire ce qu'il avait prévu. La place de la ville était très animée et commerçante, et il y avait une file d'attente devant l'une des échoppes. C'était un prêteur sur gage. Le prêteur sur gage n'épargna personne et baissa le prix. Mais il y avait toujours la queue, et il y avait suffisamment de gens dans le besoin. Deux compagnons vinrent également se joindre à la file d'attente. Luc s'est approché pour voir ce qu'ils avaient exactement. Il a parcouru la distance nécessaire et a lancé la recherche, espérant voir ces objets de très haut niveau. Quelle ne fut pas sa surprise de voir que ses camarades n'avaient que de la camelote, même un trognon de pomme se trouvait dans sa poche. Il se tourna vers la fenêtre d'état pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'objet de plus haut niveau. Et bien sûr, ce n'était que du bling-bling. Mais sur l'option suivante, il vit un objet non identifiable. Qu'est-ce que cela pouvait être? Curieux, la fenêtre indique que l'objet ne peut pas être volé. Luc s'indigne. Pourquoi cela? Luc resta dans la file d'attente, perplexe, et le guichet lui expliqua que certains objets ne pouvaient être volés car ils n'avaient pas été identifiés. Par conséquent, il devait d'abord clarifier lui-même ce qu'était l'objet. Luc se rend compte qu'il n'a pas le choix, il doit essayer. Il donna donc l'ordre d'identification. Le processus commença, il était lent, mais les chiffres augmentaient. La file d'attente avait déjà atteint le guichet lui-même, et le processus d'identification n'était pas encore terminé. Deux amis se disputèrent le prix avec la réceptionniste, ce qui leur a permis d'attendre le chargement de la carte d'identité. Luc est satisfait. L'identification a réussi et l'article a été identifié. Il choisissait le moment où il serait préférable d'approcher la personne qui était censée avoir l'article de niveau supérieur. Luc, en préparant le volume, lui a demandé comment s'était déroulée l'évaluation. Mais l'homme avait l'air si perplexe qu'apparemment, quelque chose avait mal tourné. Luc s'est rendu compte qu'il avait maintenant l'objet de valeur et a repoussé le type avec irritation, en disant que ce n'était pas la peine de prendre de la place. Vous ne voyez pas combien de personnes attendent dans la file d'attente? Luc, comme s'il était agacé, est devenu furieux et a traité le gars de sourd. L'expert a fait tourner la dague que Luc avait volée plus tôt et a proposé de l'acheter. Les copains, désemparés, se rendent compte qu'un objet de valeur a disparu. Mais comment? Il y avait eu une erreur. Il devait faire une demande. Mais serait-il possible de trouver un tel objet? Luc s'éloigna du prêteur sur gage en marchant dans la ruelle et il était très content de lui. Il décida de vérifier à quel point son niveau d'options diverses avait augmenté. La fenêtre de capacité donnait de telles informations que Luc n'en crut pas ses yeux pendant un long moment. Le joueur était très heureux d'avoir reçu un artefact d'une telle valeur qu'il n'aurait pas pu obtenir s'il avait dans son personnage le plus terrible des tueurs. Cet artefact était un bracelet de vent. C'est l'objet parfait pour améliorer la vitesse illusoire. Il donne de la vitesse d'attaque et de l'agilité. Cela signifie que n'importe quel type de vitesse peut être utilisé. Il n'y a pas de limite. C'est un objet de grande valeur. Le joueur s'est dit que cela l'aiderait peut-être à devenir un grand épéiste. Le joueur décide de se renseigner sur les dernières informations, en même temps sur les prix du marché. Les nouvelles rapportent qu'il y a eu récemment une tendance intéressante parmi les joueurs de rang. La rumeur dit qu'il y a un nouveau joueur qui n'attaque que les joueurs de rang. Le joueur était persuadé qu'il s'agissait simplement d'un gamin qui était apparu et qui l'imitait. Les nouvelles affirmaient qu'il ne s'agissait pas de Luc, le pire des tueurs, mais de quelque chose de similaire. Mais ce n'était pas une simple coïncidence. Un reportage leur apprend qu'un certain chasseur de primes est apparu. Le joueur reconnaît ce chasseur de primes. C'était Gu Huai, qui lancerait ce personnage, lui aussi non enregistré dans le système de jeu. Il ne ressemblait pas à un enfant. Le joueur s'est rendu compte que c'était le même chasseur qui avait tué son personnage précédent. Il faut découvrir qui est derrière tout ça. Le meurtre était clairement prémédité. Le joueur est en colère et promet de s'occuper de l'ordure qui a commencé. La guilde des 10 maîtres d'Argos s'est réunie. Ils décident des dernières nouvelles. Tout le monde était très agressif
et ne comprenaient pas d'où venait ce salaud de Gu Huai et d'où il venait. Certains essayèrent de trouver des informations sur lui, mais il n'y en avait aucune. D'autres se demandaient pourquoi il n'était pas officiellement enregistré. Et à un moment aussi inopportun. Il a été décidé qu'il fallait s'occuper de lui le plus rapidement possible. Mais la question se pose de savoir comment l'attraper. L'un des maîtres leur rappelle qu'il ne faut pas oublier que Gu Hai ressemble beaucoup à Luke, sa victime. Mais personne ne veut penser à Luke, le pire des tueurs. Comparé à Luke, ce nouveau Gu Hai est un ange. Enfin, le plus prudent appelle au calme. C'était le chef de la guilde des gobelins Richner. Il a dit que pour le bien de leur cause, il fallait se calmer. Si vous vous rappelez comment Luke a senti l'approche de quelque chose d'étrange et n'a même pas été surpris, alors qu'il s'agissait d'un simple chasseur de primes avec l'équipement le moins cher. Il devient clair qu'il y a effectivement quelque chose de similaire entre eux. Luke marcha dans la rue et réalisa qu'il était temps de repartir à zéro. Mais il décida immédiatement de mettre cela de côté et de scanner un autre passant. Une fois la distance nécessaire franchie, il a l'intention de prendre toutes ses affaires. La fenêtre donne une nouvelle statistique de réussite du volume. Les niveaux de compétences et d'expérience augmentent, ainsi que le niveau de notoriété. Luke était suffisamment satisfait pour passer à autre chose, mais il pensa qu'il serait bon de vérifier également son statut. Il activa à nouveau la fenêtre de statut et se dit que c'était un outil très pratique. L'endurance, la vitesse, la force et les capacités avaient toutes augmenté. La chance n'était pas mal non plus. Mais la confiance, elle, n'était pas claire. Il était impossible de le croire, mais il avait atteint le niveau 4 en seulement 2 jours. À ce rythme, il pourrait atteindre le niveau 10 en une semaine. Sa joie fut interrompue par une voix rauque. Luke commença à se retourner. Qui cela pouvait-il être? Il vit 2 hommes costauds en armure et armés d'épées qui lui demandèrent effrontément un moment. Luke ne répondit rien et ils l'accusèrent d'être impoli. L'un d'eux suggéra que son compagnon avait effrayé le garçon et les 2 hommes serrèrent les dents. L'un d'eux décide de rassurer Luke en lui disant qu'ils sont gentils. L'un d'eux a poursuivi en disant qu'ils étaient dans une situation difficile dans cette ville et a suggéré qu'ils s'associent et travaillent ensemble. Mais Luke se retourna et s'éloigna d'eux, pensant qu'il ne devait surtout pas faire équipe avec une telle racaille. Et pourquoi le ferait-il? C'est alors qu'une fenêtre d'état s'est affichée et a indiqué qu'il s'agissait d'un test aléatoire et inattendu. Il est nécessaire de s'occuper des hooligans de la ville. Luke pensa que cela valait la peine d'essayer et qu'il y aurait une récompense à la clé. Cela permettrait également de réduire le nombre de voyous locaux. Luke s'est retourné vers eux et leur a dit qu'avec des salauds comme eux, on ne voulait même pas leur parler, et encore moins aller travailler. Il a commencé à les réprimander, les appelant les habitants les plus bas de la ville, et la ville et ses habitants n'ont qu'une seule perte à déplorer à cause d'eux. Et il a ajouté qu'il fallait se débarrasser de ces bandits mesquins mais pesants. L'un d'eux, furieux de ces accusations, se jeta sur Luke dans le seul but de le tuer. Mais le bracelet de vent que Luke portait sur lui donna une accélération incroyable. Luke esquiva facilement l'attaque de l'épée et fit un croche-pied au voyou. Le voyou était si encombrant qu'il ne parvint pas à se coordonner, trébuchant sur le pied de Luke et volant au-dessus de sa propre tête. L'épée s'échappa des mains de la brute qui tomba et rebondit sur le côté. Le bandit, toujours en colère, mais maintenant encore plus humilié par une telle chute, siffla de haine et insulta Luke. Luke décida de ne pas tolérer ces insultes et malmena la brute. Il plaqua la tête du voyou au sol avec son pied, réalisant que c'était encore plus humiliant que la chute précédente. Luke se moque ouvertement du bandit qui ne peut plus rien dire. Tout s'est passé si vite que le deuxième bandit vient à peine de reprendre ses esprits. Le deuxième hurla contre Luke parce qu'il avait retiré son pied de la tête de son ami. Luke le regarda d'un air menaçant et lui demanda à nouveau s'il était sûr de lui. Il continue d'écraser la tête de son ami en lui jetant un regard moqueur. Sans retirer son pied de la tête du bandit, Luke ramassa l'épée qu'il avait laissée tomber en tombant. Luke sentit que c'était le moment du triomphe. C'était le moment où il ressentait une véritable émotion. Il s'est rendu compte que c'était le moment idéal pour le retour de l'ancien Luke, le pire et le plus dangereux des criminels. Luke n'eut aucun doute, pas un instant d'hésitation. Il plongea son épée sans ménagement dans le cou du bandit. Il n'y avait pas de pitié en lui, et pas une goutte de miséricorde ne s'est glissée dans son cœur. La fenêtre de statut répondit par une augmentation du niveau de capacité. Le second bandit était terrifié par ce type apparemment inoffensif et n'essaya même pas de s'échapper. Mais rien n'arrête Luke. Le désir de retrouver son ancien statut de criminel s'est emparé de lui. Le bandit le persuada de ne pas l'approcher, mais il savait que c'était inutile. Mais Luke était déjà pris d'une envie maniaque de meurtre. Rien ne pouvait l'arrêter. Le vieux Luke s'était réveillé en lui. La fenêtre d'État envoya Luke à la maison du chef de la ville de Hamilton pour sa récompense. La tâche de débarrasser la ville des bandits ayant été accomplie, une récompense l'attendait. Luke se rendit calmement chez le chef, confiant que tout se passerait bien, puisqu'il avait accompli sa tâche. Les gardes de la porte lui bloquent l'entrée de la maison. Ils annoncent que c'est la maison de Hamilton lui-même, le chef de la ville. Si Luke n'a pas de rendez-vous,
il ne peut pas entrer. Luke leur dit qu'il vient d'avoir affaire à 2 voyous de la ville et que les gardes peuvent aller voir par eux-mêmes. Les gardes ont hésité. Est-ce vrai? Luke leur a dit que s'il ne le croyera pas, ils n'avaient qu'à aller dans une ruelle et voir par eux-mêmes. Les gardes ont dit que cela semblait être vrai et ont décidé de le laisser entrer et de faire un rapport complet au chef Hamilton lui-même. Luke frappa à la porte et s'excusa pour le dérangement. Lorsqu'il reçut l'invitation, il ouvrit la porte, ne s'attendant à rien de bon. Mais le chef Hamilton est apparu comme un vieil homme cordial qui a simplement demandé ce qui avait amené Luke chez lui. Luke se souvint que des rumeurs peu flatteuses couraient sur Hamilton, et en le regardant, il n'était qu'un vieil homme ordinaire. Dans le jeu, la maison de Hamilton est inaccessible sans raison particulière. La plupart des joueurs n'ont pas vu ce personnage PNJ. Luke vient voir le chef parce qu'il veut lui rendre compte de la façon dont il a traité les 2 fauteurs de troubles de la ville. Le chef répond que c'est un plaisir d'avoir Luke en personne et l'invite à le suivre. Le chef lui propose de s'asseoir à la table. Il s'apprête à faire du thé. Luke commença à refuser car il n'était venu que pour la récompense. Le chef était inquiet de partir si vite. Il proposa de discuter car il aime beaucoup discuter. Il s'est accroché aux mains de Luke en disant que les vieux ont vraiment leur manie. Luke était choqué et ne s'attendait pas à ce qu'un vieil homme puisse avoir des mains aussi fortes. Il a été obligé d'accepter. Et le chef, avec l'expression la plus agréable, enfin, l'expression la plus féline de son visage, commença à verser le thé. Mais Luke dit qu'il était tentant de boire du thé. Mais qu'en était-il de la récompense? Le chef gloussa et insista pour que l'on goûte d'abord ce thé, car les feuilles de thé sont merveilleuses. Luke était de plus en plus agacé. Le vieil homme ne semblait même pas vouloir comprendre ce que Luke lui demandait. Il se rendit compte que s'il ne prenait pas le thé avec le chef, il n'arriverait à rien plus tôt. Au moins, le thé était bon. Tout en buvant du thé, Luke imagina un coffre contenant les objets les plus précieux. Enfin, le chef a sorti ce coffre de prix et a proposé à Luke de choisir n'importe quel objet. Devant une telle abondance, Luke n'a fait qu'ouvrir la bouche. Et puis, c'était exactement comme il l'avait imaginé. Luke attrapa le coffre comme un homme hypnotisé et dit qu'il n'arrivait pas à croire que le chef était prêt à offrir de telles récompenses. Le chef Hamilton est vraiment le plus merveilleux de tous les chefs. Mais alors que Luke osait toucher à certains des trésors, Hamilton l'en empêcha en lui saisissant le bras. Le chef Hamilton se transforma immédiatement d'un vieil homme bon enfant en un vieux démon. Luke grogna même. Pourquoi se moquait-il de lui? Mais le grand-père était tout à fait sérieux. Il avait dit que la récompense n'était que d'un seul article, alors c'en était un. Luke était furieux, ce vieux diable. Il s'est fait taquiner, et maintenant, il faut en choisir un seul. Luke s'est aussi rendu compte qu'il ne pouvait même pas les voler. De tels artefacts dotés de capacités de recherche ne pouvaient pas être volés. Il a alors proposé au chef de vérifier la qualité des objets. Il a suggéré au chef de vérifier la qualité des objets, d'aller les voir à l'œuvre. Le chef Hamilton a calmement accepté puisqu'il s'agissait simplement de vérifier. Luke se demandait quel objet lui servirait le mieux ou serait le plus utile. Il décida d'examiner les objets avec ses yeux, et ce ne fut pas en vain. Un seul avait réellement de la valeur. Il s'agissait d'une boîte ou d'un coffret d'apparence étrange, contenant peut-être quelque chose. La fenêtre d'état montra que Luke avait choisi un objet appartenant au roi d'ombre. Luke se souvint immédiatement de Yawang. Mais comment avait-il pu se retrouver ici, dans un coffre avec toutes sortes de choses médiocres qui prétendent être des artefacts? Une fenêtre d'état indiquait que l'objet ressuscitait les souvenirs qu'il contenait. Une certaine silhouette apparut, assise dans une pose étrange. Elle examinait cette étrange boîte. La silhouette marmonna en regardant la boîte qu'elle était étrange pour lui, car il avait collecté tous les trésors du monde, mais il rencontrait cet objet pour la première fois. L'objet permet à son propriétaire de satisfaire ses désirs à l'infini. L'objet s'avère être une boussole. Il indique au propriétaire la direction à suivre pour satisfaire son désir. La silhouette sourit et dit que cette boussole ferait partie de sa nouvelle collection. Comme de loin, Luke entendit la voix du chef Hamilton qui l'appelait. Luke ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Quelle était cette vision, cette silhouette qui ressemblait à Yawang? Le chef lui demande avec inquiétude ce qui ne va pas, et Luke tente de reprendre ses esprits en secouant la tête. Luke apprit par la fenêtre des capacités que le roi des ombres avait rassemblé une collection de trésors et y avait laissé son emblème. Il a hérité du pouvoir du roi des ombres, mais Luke est trop faible pour l'utiliser. Il faut rassembler les trésors éparpillés dans le monde et il sera possible d'utiliser ce pouvoir. Luke regarda la fenêtre d'état et s'indigna de ne pas avoir reçu d'amélioration. On ne peut monter en niveau et débloquer des capacités que si l'on collecte des trésors. Luke peut voir l'emblème du roi sur ces objets. Certains objets révèlent les souvenirs qu'ils contiennent. La boussole que Luke tenait indiquait également son propriétaire. Le chef Hamilton est surpris que Luke ait choisi une boussole cassée. Apparemment, Luke est vraiment une personne unique, dit le chef en souriant. Luke a été surpris, mais il a compris qu'il n'aurait plus la possibilité de choisir un autre prix. Luke est furieux. Il pense que c'est le malheureux roi des ombres et la fenêtre de statue qui l'ont piégé. La boussole éternelle, laissée par l'aventurier qui poursuivait toujours un rêve, s'est avérée être cassée pour une raison quelconque. Luke réfléchissait fébrilement,
cherchant un moyen d'amener le chef à donner au moins un autre choix de récompense. Luc demanda à attendre un moment. Après tout, un objet cassé ne pouvait pas être une récompense, n'est-ce pas? Il demanda au chef de le laisser choisir un autre objet. Le chef Hamilton a demandé si Luc lui demandait d'essayer d'en choisir un autre, et il a hésité. Le chef fit une grimace tellement menaçante qu'on ne s'attendrait même pas à cela de la part d'un vieil homme, et refusa de laisser Luc choisir un autre sujet. Luc, prenant connaissance de ce qu'il venait d'entendre, perdit tout espoir de persuader le chef. Le chef continua en disant que c'était son travail de refuser au candidat à une bourse de choisir un sujet à plusieurs reprises. Luc, désespéré, saisit son verre de thé et se rendit compte de l'échec de sa démarche. Luc a dit au chef qu'il allait simplement boire un peu plus de thé, qui était vraiment bon. Le chef l'a remercié avec enthousiasme pour le compliment. Luc vit dans la boîte de statut que les remerciements du chef avaient augmenté le niveau de faveur. Luc se contenta de fredonner, c'était un véritable exploit. Et que faire de cette faveur? Le chef Hamilton commença à remettre les objets dans le coffre. Luc regarda attentivement et regretta pour la énième fois qu'il ne puisse pas être volé. Luc interrogea mentalement le chef. Le vieil homme pensait-il vraiment que Luc se contenterait de cette boussole cassée? En vain. Luc activa sa capacité de recherche visuelle et dirigea son regard vers le chef. Hamilton semblait taquiner, examinant les récompenses avec défi devant Luc. La recherche se termina et la fenêtre d'état montra que Hamilton avait la clé du coffre sur sa poitrine. Luc réfléchit un instant et un plan d'action se dessina rapidement dans sa tête. Le joueur était perplexe face au comportement de son personnage, comme s'il continuait à s'enfoncer dans le vide. Le téléphone du joueur sonne. Il ne s'attendait pas à recevoir un appel. Qui cela peut-il être? C'est Mira, la jeune sœur, qui appelle. Le joueur s'inquiète. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Le joueur décroche le téléphone, dit bonjour et demande comment il va. Il a dit qu'il était occupé pour le moment et a demandé à appeler plus tard. Mira est indignée. Que fait le joueur et pourquoi est-il si occupé? Il a dit qu'elle était sa gentille petite sœur et que cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas appelé son frère. Le joueur a essayé d'être ironique. Il a dit qu'il plaisantait, qu'elle avait une affaire à régler avec lui. Elle répond qu'il n'y a rien de spécial, qu'il va peut-être venir la voir ce mois-ci. Elle ajoute qu'il manque beaucoup à sa mère et à sa petite sœur. Le joueur dit qu'il comprend et qu'il réfléchira à la suggestion. La sœur a insisté et lui a dit de ne pas se contenter d'y réfléchir, mais de la prendre et de venir, et elle a raccroché. Le joueur, frustré, raccroche le téléphone et se rend compte qu'il doit rendre visite à sa famille, ce qui lui donne mal à la tête. Il est en colère parce que le vrai mal de tête vient du chef Hamilton et de sa clé. Il ne serait pas difficile de voler la clé, mais le fait que le chef ne quitte jamais sa maison rend les choses plus difficiles. Le joueur avait la tête qui fumait, à force d'être frustré de ne pas trouver de solution. C'est à ce moment qu'un collègue s'est approché et a proposé au joueur de boire un verre. Peut-être qu'il se sentirait mieux. Elle lui demanda ce qui l'avait tant inquiété. Il était évident, d'après son état, qu'il s'était passé quelque chose. Le joueur remercie et dit qu'il ne veut pas en parler, que de toute façon elle ne comprendrait pas. Elle dit qu'elle voit tout, qu'il est très débridé, que si le jeu ne va pas, il faut voir les choses de l'autre côté. Le joueur ne comprend pas ce qu'elle veut dire et ne peut pas lui dire pour qu'elle comprenne. Elle lui a proposé d'abandonner le jeu et il lui a reproché de ne pas savoir de quoi elle parlait. Mais elle a parfaitement compris et a dit qu'il y avait un moyen simple, qu'il fallait créer une situation pour que le chef Hamilton n'ait pas d'autre choix que de quitter sa maison. Il fallait peut-être tendre un piège ou quelque chose comme ça. Il réfléchit à sa suggestion. Peut-être qu'elle a raison et que c'est la bonne solution. Comment avait-il pu ne pas s'en rendre compte plus tôt? Il lui a demandé un appareil de jeu. Elle a été déconcertée, vraiment, en ce moment. Le joueur dit qu'il semble avoir trouvé la solution à cette énigme. Il la remercie et lui promet qu'il ne lui sera pas redevable. Il se prépara rapidement à partir, et tout ce qu'elle dit fut qu'elle espérait entendre parler de ceux qui s'étaient passés à Argos plus tard. Un collègue s'est rendu compte que le joueur avait été séduit par l'idée et qu'il devrait être capable de la gérer. Il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de créer une situation pour attirer le chef hors de la maison. L'avantage est qu'il est possible d'entrer en toute sécurité dans la maison du chef Hamilton à ce moment-là. Le joueur commence à travailler fébrilement à la création de cette situation. Si tout se passe bien, le chef Hamilton sera certainement cambriolé. Quelques heures plus tard, chez le chef du village des nouveaux arrivants, le chef Hamilton. D'un pas assuré, Luc s'approcha de la porte de la maison du chef Hamilton. Les gardes de la porte reconnurent Luc et il marcha hardiment jusqu'à la porte, tout à fait satisfait. Les gardes le laissèrent tranquillement passer et lui dirent que le chef Hamilton l'attendait. Luc répondit qu'il le savait. Luc, fou de joie, entra dans la maison pour saluer le chef, s'attendant à une bonne réception. Le chef Hamilton a accueilli Luc, l'a salué et l'a presque embrassé. Luc, déjà assis à la table, demande qu'on lui prépare un délicieux thé, car il est très fatigué. Il n'oubliera jamais le goût du thé que le chef lui a offert. Satisfait de son éloge, le chef lui demanda d'attendre un peu. Il allait faire le thé très rapidement. Luc insiste sur le fait qu'il n'y a pas besoin de se presser.
Il attendra aussi longtemps que nécessaire. Luke activa la recherche de cibles et se parla à lui-même pour que Hamilton aille moins vite. Et tout s'est déroulé à merveille. Le volume de la clé a été un succès. Luke était désormais le propriétaire de la clé. Maintenant qu'il était en possession de la clé, il pouvait passer aux choses sérieuses. Le chef sert le thé, Luke le remercie, mais il ne pense qu'au fait que le coffre-fort se trouve quelque part à gauche. Luke examina la pièce du rez-de-chaussée d'un œil actif, mais ne trouva rien qui convienne au coffre-fort. Il ne restait plus qu'un seul endroit. Le seul endroit que Luke n'avait pas inspecté était le premier étage. Luke s'est assis et a vanté les mérites du thé qu'Hamilton pouvait préparer. Et le chef ne faisait que plisser les yeux de plaisir. La fenêtre d'état montre que le chef Hamilton est très satisfait des compliments. La note de favorabilité a augmenté. Luke attendait que le chef quitte déjà la maison pour se mettre au travail. Finalement, ils ont entendu frapper à la porte. Le chef s'est inquiété et s'est excusé pour pouvoir partir ouvrir la porte. Luke était trop content et l'a assuré que tout allait bien. Le chef ouvrit la porte et un homme énorme se tenait là. Hamilton lui demande s'il s'agit du forgeron Hutton. Le forgeron confirme que c'est lui, Hutton, et dit qu'il y a un problème avec la canalisation et qu'il vaudrait mieux que Hamilton s'en occupe lui-même. Hamilton demande s'il est vraiment nécessaire d'aller voir le problème maintenant. Smith répond qu'il semble qu'il y ait de la terre bien tassée à l'intérieur et qu'il faudrait qu'il s'en occupe personnellement. Hamilton réfléchit un instant, se rappelant où il avait vu de la boue récemment. Il se tourne vers Luke et se rappelle avoir vu de la boue sur ses chaussures. Et bien sûr, toutes les chaussures de Luke étaient ses mains. Mais découvertes de boue. Eman, c'était très suspect. Hamilton avait des doutes, même des soupçons. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais le chef décida de sortir pour voir ce qui s'était passé, et Luke lui demanda d'attendre. Il sortait pour un moment et Luke lui demanda d'attendre ici. Luke lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il attendrait. Luke était heureux de voir le chef partir et il était prêt à commencer le plan. Luke était content de lui. C'était une bonne idée de boucher le tuyau avec de la terre. Luke monta au premier étage et s'attendait à ce que toute l'inspection soit faite en 10 minutes. Il devrait trouver tout ce dont il avait besoin très rapidement. Il monta les escaliers tout excité et se sentit comme un vrai chasseur de trésors. Luke ne semblait pas se tromper de chambre, c'était celle du chef Hamilton. Déjà dans la chambre, Luke essayait de déterminer où ce vieil homme pouvait avoir une cachette ou quelque chose comme ça. Luke regarda autour de lui en cherchant, réalisant qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Soudain, il remarqua une sorte de porte donnant sur le toit. Il est curieux. À quoi sert-elle? Luke décida qu'il devait absolument vérifier ce coup avant le retour d'Hamilton. C'est alors qu'il entendit des pas lourds au rez-de-chaussée. C'étaient les gardes qui étaient venus le contrôler, manifestement sur ordre du chef Hamilton. Luke regarda à l'extérieur de la pièce et se demanda si Hamilton avait deviné quelque chose et décidé d'utiliser 16 gardes. Ils ont crié le nom de Luke, essayant de voir s'il était là. Les gardes discutaient entre eux, ne comprenant pas pourquoi le chef Hamilton leur avait ordonné de fouiller la maison. En montant au premier étage, ils jugent incompréhensible l'ordre de trouver Luke et sont perplexes. Qui voudrait de ce garçon? Luke a entendu qu'il montait au premier étage, il est retourné dans la chambre de Hamilton et a réfléchi fébrilement. Où pourrait-il se cacher? Les gardes descendaient les escaliers en claudiquant et appelaient Luke. Était-il au premier étage ou non? Ils sont entrés dans la chambre de Hamilton et ont appelé Luke, suggérant qu'il était peut-être perdu dans la maison et qu'il s'y était égaré par erreur. Les gardes ont fait le tour de la pièce, mais n'ont rien vu de suspect. Luke s'assit dans l'abri improvisé, n'osant pas respirer pour ne pas trahir sa présence dans la pièce. Le garde appelle de nouveau Luke, au cas où il serait là et qu'il ne le verrait pas. Luke s'assit dans sa cachette improvisée, se demandant quand ils allaient partir. Les gardes décident de vérifier l'armoire. Ce type doit bien être quelque part. Depuis sa cachette, Luke les supplie déjà de partir et de ne pas revenir. L'un des gardes a vérifié dans l'armoire, ils doivent vérifier partout. Le garde a claqué la porte, se rendant compte que la fouille était vaine et inutile. Finalement, il quitte la chambre de Hamilton sans trouver Luke. Luke entendit les gardes sortir et commença à sortir de sa cachette. La cachette n'était pas des plus élaborées, mais une fois sorti, Luke poussa un soupir de soulagement. Luke se dirigea directement vers la porte supérieure du plafond. C'était sa dernière chance. La porte avait un secret. Une échelle menant au sommet en sortait. Luke n'avait jamais vu une telle chose. Ce n'était pas grave, Luke venait de monter ses escaliers. Il a vu ce qu'il voulait voir. Luke a vu qu'il n'avait pas essayé en vain de faire sortir le vieux chef de la maison. Le précieux coffre brillait d'un éclat si attrayant. Les trésors qu'il contenait méritaient bien un tel coffre. Absolument satisfait, Luke arriva à destination. Ses yeux s'illuminèrent d'impatience. Luke sortit la clé du coffre et déclara qu'il serait désormais le seul à posséder toutes ses récompenses. Il inséra la clé dans le trou de la serrure, imaginant le nombre d'objets de valeur qu'elle contenait. Il se réjouit de prendre possession du coffre, s'imaginant différentes images. Quelle déception l'envahit d'abord, lui qui avait dépensé tant d'efforts pour obtenir de la pacotille. Mais Luke s'est alors rendu compte qu'il s'agissait de l'armure d'un chasseur de première classe, de la chemise aux bottes.
Tout cet équipement est si digne qu'il l'emportera avec lui. Luke sortit également un rouleau du coffre. C'était une carte. Il pensait que c'était le bon défi à relever. Parfait, il ferait bien de remonter ses niveaux. Le joueur était content. Il s'était bien débrouillé. Il a donné un petit coup de pouce à son personnage pour qu'il progresse un peu dans le scénario caché. Oppa a compris que c'était de cela qu'il s'agissait. Bon coup, il y a exactement 1 an, un nouveau scénario complètement transparent a commencé dans le jeu Argos. Il s'agissait d'une quête sur l'histoire du continent tout entier qui a intéressé beaucoup de monde. Il y a eu un tel flux d'utilisateurs. Les leaders ont été les guildes de rang régulier et les guildes de rang supérieur. La plupart des utilisateurs pensaient pouvoir monopoliser les quêtes. Cependant, une telle attente a été dissipée très rapidement et de manière assez convaincante. Même les simples soldats n'arrivaient pas à progresser suffisamment par étapes. C'était extrêmement difficile. La progression est divisée en dizaines de niveaux. Il y a des dizaines de conditions préalables à remplir, ainsi que des routes bloquées. Les utilisateurs se sont donné beaucoup de mal pour que le scénario principal se déroule comme ils l'avaient prévu. Ils y ont consacré tout leur temps, leurs efforts et leur argent, mais le résultat les a déçus. De façon inattendue, un scénario caché de l'ensemble du déroulement de la suite du jeu est apparu. Tout le monde devait accomplir les tâches du scénario caché avant de réaliser le scénario principal. Lorsque les conditions nécessaires ont été révélées, les responsables du classement ont essayé de s'accaparer tout ce qui concernait le scénario caché. Et la compétition s'est poursuivie tout au long de l'année jusqu'à aujourd'hui. Le joueur pensait que la carte servirait de point de départ au scénario caché, bien que cela puisse s'avérer être une entreprise très difficile. Sur la carte, l'endroit souhaité se trouve au sud. La distance jusqu'à cet endroit peut être parcourue en chariot. Le joueur savait qu'il pouvait toujours confier la tâche à quelqu'un d'autre si elle devenait trop difficile. L'un des défis les plus difficiles à relever serait de défricher la forêt. Une condition préalable à cette quête. Le joueur s'est assis à son poste de travail et a commencé cette quête. Un chariot avec un cheval et un aurige se trouve à la porte de la ville. Le bon chariot a été trouvé et le conducteur a l'air d'avoir de l'expérience dans son travail. Son attelage était prévu pour 3 passagers. Puis on appela l'aurige. C'était une jolie jeune fille. Elle avait besoin d'une place dans le carrosse. L'aurige lui demande si elle est prête à traverser le continent. Elle était prête. Elle avait déjà atteint le 10e niveau et était prête à subir ces épreuves. L'aurige lui dit que cette épreuve ne doit pas être prise à la légère. Est-elle sûre de ses capacités? Elle lui assure qu'elle est tout à fait prête. Il est d'accord et dit qu'il serait curieux de voir comment elle va surmonter l'épreuve. Il laisse la jeune fille perplexe, mais elle est déterminée. Le wagon était prévu pour 3 personnes, la jeune fille étant la première. Nous avons dû attendre 2 autres passagers. La jeune fille s'installe sur la banquette du wagon et expire. La jeune fille avait une attitude belliqueuse. D'abord, elle n'a pas encore rencontré les autres passagers. Ils allaient devoir traverser l'épreuve ensemble. Elle s'est préparée à ne pas être timide face aux difficultés. C'est une guerrière au grand cœur. Elle se souvient de la difficulté qu'elle a eue à atteindre le niveau 10, mais elle y est arrivée. Elle s'est convaincue de ne se préparer qu'aux bonnes choses et de ne garder que des pensées positives dans son esprit. À ce moment-là, un autre passager apparut. L'aurige commença à expliquer le chemin qu'ils allaient croire. C'est à prendre, mais le passager l'arrêta en disant qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Le passager était Luke. Il regarda fixement la jeune fille d'en face et elle le regarda fixement. Luke ne s'attendait pas à ce que l'équipier du test soit une fille. Elle était également étonnée de voir un participant aussi jeune. Mais Luke fit preuve de galanterie et salua sa compagne. En plus, elle était jolie. Elle était si gentiment embarrassée, mais elle répondit aussi à la salutation. Elle était si peu sûre d'elle qu'elle se demandait comment elle pouvait dire bonjour à ce type. Luke était absorbé dans ses propres pensées, se disant qu'il devrait profiter de cette opportunité. Mais il était encore très anxieux. Il regrettait qu'il n'y ait pas d'objet de valeur dans le coffre de récompense. Mais il se rassura en se disant que ce qui était fait était fait. Alors à quoi bon? Luke se dit qu'il avait quand même de la chance. Il fallait qu'il rattrape le temps perdu. La fenêtre de statut explique que l'équipement qu'il a trouvé dans le coffre est un ancien kit de chasseur. Il augmente la dextérité et l'aide à atteindre sa cible avec précision. Le chariot avança, et Luke pensa qu'avec son petit niveau de compétence, il devait traverser toute la forêt des épreuves. Dans les fourrés de la forêt se cachent tous les monstres à travers lesquels il faut se faufiler. Quiconque veut se rendre sur le continent principal doit passer par cette forêt d'épreuves. Comme le nom de la forêt l'indique, c'est là que se cachent les monstres féroces. C'est le seul chemin qui traverse la forêt. Tous ceux qui traversent cette forêt rencontrent ces monstres féroces. Le seul à pouvoir conduire ceux qui veulent traverser cette forêt est un char qui s'appelle Holtz Gathers. Les passagers doivent protéger Holtz et son attelage des attaques des monstres. Les épreuves arrivent par vagues monstrueuses et s'accumulent en 5 étapes avec un niveau de difficulté écrasant pour les utilisateurs de niveau 10. Si les participants meurent parce que les épreuves étaient impossibles, la quête recommence. Luke a regardé les bracelets devant et s'est rendu compte qu'il devait réfléchir au type d'artefact qu'il avait obtenu.
Il devait le tester à nouveau. Il pensa aussi qu'il ne savait pas qui ferait partie de l'équipe avec lui. Serait-il capable de l'aider ou serait-il plus fort et n'aurait-il pas à le faire? Et il fallait se faire à l'idée de devoir porter le bracelet sur soi en permanence. Luke mit le bracelet devant sur lui et l'admira même. Il n'avait pas l'air mal du tout. Puis un troisième personnage, l'utilisateur Gulliver, se joignit à eux. Luke décida que celui-ci devait être un mage. Son apparence en témoignait. Luke a regardé ses compagnons de voyage et a pensé qu'ils ressemblaient à des personnages échangés. Il conduisit et espéra que ses compagnons de voyage n'interféraient pas avec ses essais. À ce moment-là, le conducteur de l'attelage ordonna à tout le monde de descendre rapidement. Ils approchaient de la première épreuve. Tous les concurrents se préparent. Ils attendent une attaque de n'importe quel côté. Mais le voyage était encore assez long, et Luke s'ennuyait même. Luke décida d'examiner ses compagnons de voyage. De quoi était-il vraiment capable? Il a commencé par la fille, user Rabbit, quitte à des glands, des perles de verre et plus surprenant de l'électro. Luke était tout simplement stupéfait de voir que parmi les glands et les perles, il y avait une propriété telle que l'électro. Luke se rend compte qu'il a une dague électrique unique dans son équipe. C'est une chance inouïe. Avoir une telle arme dans son équipe est une chance incroyable. Mais Luke s'est aussi rendu compte que cette propriété était à un niveau si bas de seulement 2%. Ces 2% permettent d'espérer la victoire. Mais cela vaut la peine d'échouer ne serait-ce qu'une fois, le guerrier sera vaincu. La fenêtre d'état montre à Luke que s'il mène un casse raté, son niveau diminue. Si son niveau tombe à 0%, ses actions seront considérées comme hostiles. Il semble que s'il est attaqué, il ne peut que se défendre. S'il commet une erreur, il risque d'être étiqueté comme criminel et de se retrouver de toute façon dans une bagarre. Il faut donc qu'il augmente son niveau pour être plus utile dans un combat. Luke propose aux compagnons de voyage d'apprendre à se connaître et à mieux se connaître, car ils doivent devenir une équipe. Il leur propose de commencer par se présenter. Il dit son nom et demande le nom des compagnons de voyage. L'un des compagnons de voyage, un homme grand et renfrogné, a demandé à être appelé Gulliver. Une jeune fille se fit appeler Lapin, tout en s'embarrassant tellement qu'il était difficile de croire qu'elle pouvait se battre. Luke commença à dire à ses compagnons qu'il avait fait des recherches. Il devait sûrement en savoir quelque chose. L'essentiel, c'est que le travail d'équipe apporte beaucoup plus de succès que le combat de chacun pour soi. Luke suggère d'élaborer une stratégie. Tout d'abord, on sait qu'il y aura 5 vagues de monstres. La façon de se déplacer est de contourner le monstre et d'arrêter son attaque. Dans la première vague, les loups attaqueront. Le nombre de monstres est important, mais ils n'attaquent pas tous en même temps, ce qui donne un certain avantage. Luke proposa à Lapin et à lui de se relayer à l'avant de l'attaque. Colic ne s'attendait pas à une telle suggestion et fut effrayé. Gulliver couvrirait l'arrière. Gulliver hésita. D'habitude, les guerriers comme lui se contentent d'agir devant tous les joueurs habituels qui se battent au milieu. Luke objecta que s'il faisait comme d'habitude, il n'en résulterait rien de bon, car il devait quand même défendre le chariot. Luke précise que si le front est protégé, c'est là leur priorité. C'est nécessaire pour les guerriers de combat rapprochés et un tel plan devrait bien fonctionner. Luke dit qu'il n'est peut-être pas très doué pour cela, mais aussi qu'en cas de malaise ou d'incompréhension de la situation, il s'orientera immédiatement, ce qu'il a déjà vérifié. Gulliver se dit satisfait. C'était bien que Luke ait proposé au moins une sorte de plan. C'était déjà un pas vers la victoire. Rabbit commença également à remercier Luke de leur avoir tout expliqué, d'avoir pris le temps de le faire. Luke remercia sincèrement ses compagnons pour leur compréhension et leurs bonnes paroles. Et il se dit qu'il était si facile de les tromper. Le crépuscule était déjà tombé et le chariot arriva dans la partie la plus épaisse de la forêt. C'est alors que tout le monde, aussi bien l'Orige que ses compagnons de voyage, remarqua parmi les arbres de nombreux yeux rouges de mauvais augure. C'était la première vague de monstres, les loups-loups. 16 bêtes ne ressemblaient en rien à des loups ordinaires. Les yeux rouges, à eux seuls, disaient la nature anormale de ces monstres. Et les hurlements que poussent ces loups monstrueux laissent pantois les guerriers les plus courageux. Le cheval a été le premier à sentir la présence de la puissance impure. L'Orige n'a pas pu y faire face tout de suite. Les membres de l'équipe nouvellement formée, aussi préparés soient-ils, ressentent la présence inquiétante de cette force impure. L'Orige se retourna et marmonna rapidement que s'il ne pouvait pas passer par ici, il n'atteindrait certainement pas le continent principal. Et il demanda instamment de protéger le chariot. Luke n'hésita pas et se précipita hors du chariot, prêt à affronter les monstres. Mais il n'a pas agi sans réfléchir. Il a d'abord pris le temps de voir les ennemis. Les loups s'approchaient, évaluant leur proie. Luke n'avait pas l'air d'un adversaire sérieux. La fenêtre de statut indiquait qu'il ne s'agissait pas de simples loups, mais de loups sauvages du 9e niveau. Mais Lapin et Gulliver ne se laissèrent pas déstabiliser et restèrent en alerte. Luke dit aussitôt qu'il allait d'abord recueillir lui-même toutes les informations sur l'ennemi et qu'il laisserait Mademoiselle Lapin un peu en arrière pour l'instant. Bunny objecta qu'elle ferait mieux d'y aller elle-même. Mais Luke s'excusa et objecta que Mademoiselle Lapin ne se distinguait pas par son endurance parmi eux. Si Luke passait en premier,
Ce serait plus facile pour Lapin ensuite, et elle pourrait le couvrir. Luke demande à Gulliver s'il est prêt à les protéger à l'arrière. Un arrière solide permettra à Luke d'occuper à son tour la position de tête. Gulliver dit immédiatement à Luke de lui faire confiance. Il fera ce qui a été convenu. Les loups monstrueux étaient déjà à leur limite et prêts à bondir. Luke, lui aussi, avait atteint son état le plus belliqueux et n'attendait qu'une chose, qu'ils attaquent. Luke avait son poignard à portée de main, et un loup qui se jetterait sur lui ne serait pas laissé en vie. Luke lui-même n'avait pas remarqué que le bracelet devant l'aidait à esquiver et à se déplacer avec une rapidité extraordinaire. Il a pu s'enrouler autour du loup si rapidement, et Luke a pu profiter de ce moment. Le loup passa rapidement devant Luke, et Luke réussit à lui donner un coup de pied sous l'abdomen. Et dans l'instant qui suivit, il lui porta un coup de poignard fatal au cou. L'œil de la bête, qui s'éteignit, montra que le coup avait bien été fatal. Luke se tenait au-dessus de la bête vaincue et ne réalisa pas tout de suite la rapidité avec laquelle le combat s'était terminé. Luke se tourna vers le reste des loups et marmonna, heureux du premier combat, « Qu'est-ce qu'ils tirent, les petits chiens? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils n'attaquent pas !» Le loup suivant se lança à l'attaque, avec la ferme intention de mettre tout le monde en pièces. Luke cria à Miss Rabbit qu'il était temps d'engager le combat, et elle se montra belliqueuse et se précipita vers l'avant. Elle s'engagea dans la bataille avec beaucoup d'assurance, sans peur et sûre d'elle. Elle n'avait plus aucune gêne. Elle repoussa parfaitement la première attaque du loup avec son bouclier et repoussa en même temps la bête. Rabbit repoussa le loup avec une telle force qu'il s'envola simplement, sans même avoir le temps de claquer des dents. Mais Luke décida de soutenir Lapin et lança sa dague en visant le loup. La dague arriva exactement sur la tête entre les oreilles. Le loup n'était définitivement plus en vie. Les autres loups s'inquiètent et décident d'attaquer par l'arrière. Mais ils reçoivent une réponse inattendue, des boules magiques de Gulliver. Gulliver lança les boules si habilement qu'aucune bête ne pouvait s'approcher. Puis Gulliver lança un flot impitoyable de boules magiques sur les loups. Au front, Luke n'a pas perdu de temps non plus, réussissant à désarmer les loups les uns après les autres. Mais ces loups monstrueux semblent être en nombre infini, tous lancent et attaquent. Mais l'équipe nouvellement formée a suffisamment de force pour repousser les bêtes sans trop d'efforts. Un autre loup fut vaincu. Luke était très habile, il n'était jamais tombé sous ses crocs, mais il avait réussi à abattre de nombreuses bêtes. Luke, satisfait, proposa de terminer le combat. Il remercia Miss Rabbit pour son excellente défense et son attaque opportune, et remercia M. Gulliver pour une défense lourde bien exécutée depuis l'arrière. Miss Rabbit et M. Gulliver exprimèrent presque simultanément leur joie devant les qualités de combattant de Luke lui-même. Gulliver ne put retenir ses émotions et avoua sincèrement qu'il n'arrivait pas à croire qu'une si petite marionnette, Luke, puisse abattre tant d'animaux, et même si intelligemment, Gulliver s'en souviendra toute sa vie. Luke se dit qu'après tout, il ne s'agissait pas de trolls. Ils s'étaient inquiétés pour rien. Gulliver leur propose de s'asseoir et de continuer leur chemin. Luke demanda à Gulliver, perplexe, s'il était sûr qu'il était temps de partir. Miss Rabbit demanda si elle était prête à continuer à avancer. Luke dit aussi qu'il serait prêt à l'aider au niveau suivant. Elle a assuré que ce n'était pas nécessaire. Et elle a demandé si Luke avait des armes spéciales. Luke était confus et lui a demandé s'il l'avait bien comprise. La lapine est à nouveau confuse et lui demande d'ignorer ses questions. Luke l'arrêta et il se demanda si elle avait deviné qu'il avait l'intention de la voler. Une analyse complète devrait être effectuée. Cette Mzl lapin n'est pas aussi simple et naïve qu'elle veut le faire croire. Quand s'est-elle rendue compte de ce qu'il voulait faire? Comment a-t-il pu faire une gaffe? Mademoiselle Lapin décide de supprimer Luke en l'interrogeant. Il y aura peut-être une chance plus tard d'en savoir un peu plus sur lui. Et pourtant, elle ne dit pas qu'elle soupçonne quoi que ce soit. Ils se dirigent tous vers le chariot, et Luke se demande s'il aura l'occasion de voler Mademoiselle Lapin. Gulliver reçoit d'étranges informations dans sa fenêtre d'état et n'a que des questions à poser. Par exemple, des élastiques pour les blessures. Il en reste quelques 16. On dirait qu'ils n'ont plus aucune inhibition, et même le prêtre ne les aidera plus. Gulliver a demandé à Miss Rabbit combien d'élastiques elle avait. Elle a dit qu'elle en avait un. Gulliver lui a demandé si elle en était sûre. Gulliver dit aussi qu'il en avait assez. Luke écoutait leur conversation avec perplexité. Luke décida de vérifier sa fenêtre d'état. Il avait un excédent de 280 morceaux de ruban élastique à utiliser lorsqu'il était blessé. Il se dit qu'il n'en aurait probablement pas besoin d'autant. Luke eut un sourire narquois. Bunny avait dit qu'il ne lui restait plus qu'un ruban. Il pourrait s'en servir un jour ou l'autre. 4 autres vagues à venir et les blessures seraient inévitables. Elle va utiliser son seul ruban élastique et ce ne sera probablement pas suffisant. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à la vague suivante, des singes agressifs avec des capacités de niveau 10. Mademoiselle Lapin a fait une belle attaque et a donné du fil à retordre à l'un des singes. Elle s'est battue avec courage, désespoir et abnégation, mais elle a senti la supériorité de la force des singes. Les singes attaquaient de tous les côtés en même temps. Lapin n'aurait pas pu faire face. Elle commença donc à appeler Luke à l'aide, réalisant que s'il ne venait pas l'aider, elle mourrait.
Luc a crié pour que Bunny s'accroche. Il était sur le point de venir à la rescousse. Il a réalisé qu'il avait une idée géniale, défendant le flanc avant un à la fois. Il a réalisé qu'il était capable de défendre le flanc avant un à la fois. Gulliver a également commencé à être attaqué et il a utilisé ses pouvoirs pour faire trembler ses singes avec ses boules de feu. Les boules de feu ont frappé les singes et ils sont tombés au hasard sous cette attaque ardente. Mademoiselle Lapin a tenu la défense par tous les moyens possibles, dans la mesure de ses forces. Mais ses forces s'épuisent, tant le torrent de singes l'attaque. Gulliver s'est mis à crier dans la direction de Luc. De combien de temps aurait-il encore besoin? Luc feinta et gagna du temps. Bunny ne pouvait plus se défendre seul et demanda à nouveau l'aide de Luc. Et Luc inventait à nouveau une raison parce qu'il n'était pas tout à fait prêt. Et les singes continuaient à venir. Et c'était comme s'ils étaient encore plus nombreux. Le lapin a poussé Luc à continuer, en retenant et en maintenant la défense de la dernière force. Les coups étaient de plus en plus durs, essayant de retenir un tel assaut avec les dernières forces qu'ils avaient. Gulliver, tout en repoussant l'attaque de l'arrière, cria à Luc pourquoi il prenait tant de temps, parce que Rabbit était sur le point de mourir. Et Luc continuait à prendre son temps pour enrouler les élastiques. L'Aurige, assis sur le chariot, se dit que tout semble avoir échoué dans ce voyage. L'Aurige leur annonça que leur mission semblait avoir échoué. Ils sont allés trop loin, et leur demande de quitter son chariot, CES, aventurier, leur souhait de rester en vie, et peut-être qu'ils se rencontreraient à nouveau. Luc a résisté au charroi. Il n'est pas encore tout à fait fini, nous devons attendre un peu plus longtemps. Gulliver était aussi très mécontent. S'il quittait le chariot maintenant, il ne réussirait pas l'épreuve et devrait reprendre la quête depuis le début. Lapin leur cria « Arrêtez de vous disputer, ils peuvent peut-être déjà l'aider à survivre. » Le dernier cri désespéré de Lapin a même dispersé tous les oiseaux du voisinage. À l'aube, les singes agressifs se sont retirés. Mademoiselle Lapin, épuisée, s'est appuyée sur la charrette. Bunny vit sa fenêtre d'état, qui montrait qu'elle avait réussi le défi. Une fois que tous les participants à l'épreuve auront poursuivi leur chemin, l'épreuve continuera. Gulliver et Luc regardent Miss Lapin avec stupéfaction. Elle est dans un état de semi-évanouissement. Luc ne se souvient l'avoir avertie qu'une seule fois, et elle a esquivé une menace de mort apparente. Luc a réussi à recevoir un coup de pied d'un des singes au même moment. Luc a décidé d'esquiver l'attaque jusqu'au bout. Pourquoi prendre un tel risque? Lapin a pris l'offensive principale. Gulliver a de nouveau pris l'arrière de la bataille. Luc réfléchit, il l'a fait souffrir comme ça. Mais sa tâche est de dépouiller ses compagnons de route, pas de leur témoigner de la pitié. Luc demande à Gulliver ce qu'il pense de l'état de Lapin. Et elle? Gulliver a dit que d'après son apparence, elle avait vraiment des problèmes. Apparemment, elle n'avait pas assez d'élastique. Miss Rabbit se ressaisit un peu et s'excusa parce qu'elle pensait qu'ils avaient échoué à tout le test et que c'était elle qui avait échoué. Luc s'est rendu compte qu'il avait arrangé toute la situation lui-même. Il lui a dit que c'était un problème, mais qu'il restait encore 3 vagues d'épreuves. Mais son plan précédent se déroulait de façon très cohérente. Bunny a recommencé à s'excuser. Luc a déclaré qu'il pouvait partager avec elle. Mademoiselle Lapin n'arrivait pas à croire qu'il était vraiment prêt à partager avec elle. Luc déclara que bien sûr ils pouvaient s'aider mutuellement, et il lui demanda de lui rendre un petit service. Elle accepta immédiatement et lui demanda ce qu'elle devait faire. Luc n'en croyait pas ses oreilles. Comment avait-elle pu accepter si vite? Et Mademoiselle Lapin, à son tour, se demandait pourquoi il n'acceptait pas tout de suite son accord. Luc ne s'était pas encore rendu compte qu'il ne comprenait pas la logique de son comportement. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Gulliver se délectait de les écouter. Miss Rabbit avoua honnêtement ce qu'elle ressentait. Elle était à nouveau très embarrassée. Luc a regardé l'élastique avec perplexité et n'a toujours pas compris pourquoi il était gêné. La fenêtre d'état montrait que sa tâche consistait à appliquer le bandage. Une fois la tâche accomplie, il recevrait une augmentation de son niveau. Luc persuada Lapin que ce n'était qu'un bandage et qu'il n'y avait pas lieu d'être embarrassé. Elle ne nia pas la distance qui les séparait, mais se dit immédiatement que cela n'avait pas d'importance. Bunny demanda à Luc s'il était sûr qu'il n'avait qu'une seule demande de renseignement. Elle lui paierait certainement l'élastique, mais pas avant. Luc rit et lui assure que ce n'est pas nécessaire, qu'il a juste l'air d'avoir besoin de s'améliorer en matière de bandage. Mademoiselle Lapin, à nouveau gênée, dit que Monsieur Luc était très gentil et le remercia. Luc rit et répond qu'il n'a pas besoin de le faire. La recherche de son voleur a été activée à ce moment-là. Il n'avait pas perdu l'espoir de la voler. Il lui était également reconnaissant pour tout. Mais il attendait de voir comment, après chaque combat, son niveau augmentait et son épée électro accumulait de l'intérêt. Il faut attendre encore un peu. Le niveau électro est déjà à 25%. Encore un peu et il aura une arme formidable. Luc contemplait rêveusement ses plans et Miss Rabbit fondait d'inquiétude. Luc chérissait tellement son projet de volume que même son visage reflétait cette anticipation de posséder la merveilleuse épée de Mademoiselle Lapin. Mademoiselle Lapin s'émerveilla de sa gentillesse et pensa qu'il avait l'air d'être un très gentil garçon. Elle se demanda si elle ne devrait pas lui faire un cadeau en retour. Elle repoussa cette idée,
car elle se disait que si elle lui donnait quelque chose, il la trouverait bizarre. Luc la regarda et pensa vraiment qu'elle était bizarre après tout. Elle décida que la meilleure chose à faire était de travailler dur et de faire de son mieux sur la première ligne de défense. Ils approchaient de la 4e épreuve. Une vague de monstres les attendait déjà. Dans cette épreuve, les monstres étaient des serpents venimeux de niveau 11. Mademoiselle Lapin fut une fois de plus la première à recevoir le coup. Les serpents se jetèrent instantanément sur elle. L'un des serpents lui mordit la jambe et tous les autres suivirent. Mademoiselle Lapin n'a pas pu esquiver. Elle a été mordue et a commencé à saigner. Elle criait tellement de terreur, de douleur et de saignement qu'elle ne pouvait plus se retourner. Les serpents étaient agressifs, forts, agiles, ne laissant aucune chance de les esquiver. Elle appelait désespérément Luc à l'aide, mais celui-ci tardait encore au dernier moment. Luc était satisfait, tout se déroulait comme il l'avait prévu. La fenêtre d'état indiquait que la 4e vague s'était achevée avec succès. Les concurrents pouvaient retourner au chariot et continuer vers le prochain défi. Miss Rabbit était échevelée et s'effondra, épuisée, sur le sol. Gulliver était extrêmement mortifié en la regardant. Gulliver était tout de même satisfait. Après tout, l'épreuve avait été réussie. Il se dirigea vers le chariot et dit à Luc qu'il ne les empêcherait pas de prendre le temps de soigner leurs blessures. Luc pensa que Gulliver partait juste à temps. Miss Rabbit s'excuse et demande de l'aide. Luc est content et la rassure. Il va s'occuper de tout. Qu'elle ne s'inquiète pas, il appliquera les bandages avec le plus grand soin. Luc activa sa vision pour chercher et vit que l'épée électro avait déjà un potentiel de 50%. C'était tout à l'honneur de Lapin. Sa capacité de combat lors de l'attaque avait augmenté d'un niveau. Il pansait les blessures de Rabbit tout en réfléchissant à la manière de la voler. C'est comme jouer à la loterie. Il n'y a qu'une chance sur deux. Luc était déterminé à voler, mais quelque chose se trouvait manifestement sur son chemin. Et le volume a échoué. La fenêtre d'état indique que la capacité de voler est tombée à 45%. Luc est choqué par cette information. Comment et quand cela a-t-il pu se produire? Luc était très déçu, et la seule pensée qui lui venait à l'esprit était que le volume avait échoué, et le niveau d'électro était tombé à 10%, c'était déjà une déception totale. Mademoiselle Lapin remercia Luc et lui dit qu'elle pensait qu'il y avait déjà assez de bandages. Luc l'arrêta et lui demanda de rester un peu plus longtemps. Elle fut surprise, mais accepta. Luc lui parla du fond du cœur et lui dit de prendre soin de sa santé pour qu'elle puisse passer l'épreuve finale. Elle ne s'attendait pas à ce que Luc soit si préoccupé et inquiet pour sa santé. Luc a confirmé qu'il s'inquiétait pour elle, qu'il l'avait déjà pensé, mais qu'il ne le lui avait pas dit. Elle lui tend la main avec enthousiasme et lui propose de continuer à lui faire des pansements. Luc accepta et continua à faire des bandages et se dit qu'il ne lui restait plus qu'une seule chance. La fenêtre d'état confirma que l'épée électro avait réduit son potentiel à un niveau de 10%. Luc tenta à nouveau de voler l'épée, mais il échoua une fois de plus. Lors de la 5e vague de défi, les participants attendaient des sangliers de niveau 12. Les concurrents s'alignent selon le plan qu'ils ont élaboré. Miss Rabbit et Luke à l'avant, Gulliver couvrant l'arrière et protégeant la voiture avec le conducteur. C'est là que les premiers sangliers se précipitent à l'attaque. Les sangliers étaient très grands et très puissants. Luc est prêt à affronter le sanglier. Il garde sa dague à portée de main. Le bracelet de vent dont disposait Luc lui permettait d'accélérer et d'être très maniable. Il réussit à esquiver le sanglier. Sa compétence d'esquive avait atteint le bon niveau et ses capacités d'esquive innées étaient aiguisées. Luc attaqua lui-même le sanglier par derrière et plaça sa lame sous ses côtes. Luc retira sa lame et du sang jaillit de la blessure. Le sanglier continuait à courir par inertie. Mais la blessure était mortelle et le sanglier ne tint pas longtemps et s'écroula mort. Luc s'est également occupé de 3 autres sangliers, mais cela a pris beaucoup de temps. Peut-être parce que c'était la dernière vague et qu'il a surestimé le danger. Puis, il aperçut l'un des sangliers qui avait l'intention d'attaquer Mademoiselle Lapin par derrière, et Luc lui cria de faire attention. Gulliver était lui aussi poursuivi par un sanglier. Gulliver courut et s'indigna de la foule agressive qu'il avait eue, et il n'était pas assez grand pour courir ainsi. Luc avait peur de ne pas pouvoir aider Mademoiselle Lapin à temps et lui cria de se retourner pour que le sanglier ne la prenne pas par surprise. Mademoiselle Lapin entendit les appels de Luc et commença à se retourner. Le sanglier était déjà tout près d'elle. Elle ne s'attendait pas et ne s'est pas préparée tout de suite à repousser l'attaque. Mais elle s'est ressaisie, s'est mobilisée et comme elle le pensait, elle était prête. Mais en fait, ses forces s'épuisaient et elle n'aurait peut-être pas pu faire face. Luc se précipite à la rescousse et plonge sa lame dans le sanglier. Le sanglier s'effondra avec une blessure mortelle sanglante et Mademoiselle Lapin fut sauvée. Luc ne s'attendait pas à cette réaction de sa part, mais il comprenait pourquoi cette émotion le mettait mal à l'aise. Mademoiselle Lapin lui a demandé comment il se sentait et l'a remercié de l'avoir sauvé. Luc l'a rassuré en lui disant qu'il allait bien. S'il était en danger parce que Lapin pouvait aussi venir à son secours, il y comptait bien.
Mademoiselle Lapin versa des larmes de gratitude et d'appréciation à l'égard de Luc. Mademoiselle Lapin l'a assuré qu'elle serait prête et ferait de son mieux pour lui. Luc pensa qu'il avait au moins réussi à les aider à ne pas abandonner dans les moments les plus difficiles. Il restait encore 2 sangliers parmi les adversaires. Nous devrions les achever rapidement. Et Luc n'hésita pas un instant de plus et se jeta sur eux avec les intentions les plus sanguinaires. La fenêtre d'état indique que la 5e vague a été franchie avec succès. Ils étaient également félicités d'avoir réussi à relever tous les défis de la forêt. Ils avaient franchi la première étape pour avancer vers le continent principal. Le chariot les amènera bientôt à leur destination. Il ne reste plus qu'une courte partie de la forêt. La destination finale ressemblait à un portail rond et brillant. Miss Rabbit s'exclama qu'elle pouvait le voir même à cette distance du chariot. Gulliver a lui aussi regardé le portail de tous ses yeux. Et Luc poussa un soupir de soulagement. Ils avaient enfin atteint la ligne d'arrivée. Cela avait été une sacrée promenade. Gulliver commença à remercier Luc et lui parla de ses grandes compétences. C'était grâce à elle qu'ils avaient tout surmonté. Luc a vraiment fait du bon travail. Miss Rabbit a également soutenu Gulliver. C'était vraiment incroyable. S'ils étaient aussi bons que Luc, toute l'épreuve se serait déroulée beaucoup plus rapidement et sans trop de pertes. Gulliver a dit que nous devrions peut-être montrer CS réalisations à Hyunnim. Luc s'est demandé si le grand patron s'intéresserait vraiment à ces techniques. Mais il était gentiment embarrassé par ces éloges. Gulliver a continué à se moquer de Luc. Il l'a traité de bouffi, ce qui n'a rien à voir avec le Luc psychotique de la télévision. Miss Rabbit demande à Gulliver de qui il parle. Est-ce qu'il parlait du type qui tue prétendument les utilisateurs? Gulliver a confirmé qu'il parlait bien de lui, et qu'il avait entendu dire que ce Luke avait tué une centaine de milliers d'utilisateurs. Un vrai psychopathe. Luke s'est encore embarrassé, c'est vraiment grave. C'est ce que les gens autour de lui pensent de lui. Ils ont l'air de le traiter comme une merde. Gulliver a dit à Luke de ne pas s'en prendre à lui-même. Est-ce qu'il veut vraiment dire que c'est un fou furieux? Miss Rabbit commença aussi à ricaner en disant que Luke n'était tout simplement pas aussi sociable, mais qu'il ne semblait pas sentir la méchanceté antisociale. Gulliver s'est mis à rire de bon cœur lui aussi, ce qui semble être la vérité de ce qu'elle a dit. Luke est complètement abattu, on dirait qu'il a déjà été pris pour un bouffon, même s'il s'agit d'un meurtrier effrayant. L'Orige annonce à ses passagers, ses aventuriers, qu'ils vont bientôt arriver. L'Orige ajoute qu'il pense que ce sont les meilleurs aventuriers qu'il ait vus, et il en a vu plus d'un. Il les félicita pour leur excellent travail. Luke a également fait l'éloge de tous les participants qui ont parcouru un chemin difficile. Il a dit qu'il les reverrait la prochaine fois. Il s'est dit qu'il était vraiment difficile de travailler avec eux et qu'il valait mieux ne plus les rencontrer. Mademoiselle Lapin, rougissante et embarrassée, lui offrit son amitié. Gulliver fronça les sourcils car pour une raison quelconque, il n'aimait pas cette offre. Quant à Luc, il était très perplexe. Luc réfléchit à cette demande d'amitié. Il aurait pu à juste titre la rejeter, mais quelque chose l'en empêchait. Il leur dit simplement au revoir et ils commencèrent à se dissoudre sous ses yeux. Chacun avait atteint sa destination. Le portail projeta Luc à la périphérie de la ville. Il est passé au niveau suivant. Luc s'est matérialisé à l'endroit de la ville où il devait se rendre. Joli portail, qui a permis à tous les participants de se rendre là où ils devaient aller. Luc se tenait devant l'entrée de la ville et ne pouvait que se réjouir d'être enfin arrivé ici. Il marcha d'un pas satisfait vers la ville et pensa qu'il était temps pour lui de conquérir le continent principal. Luc se dirigea vers la place du marché et pensa que tous les marchés de toutes les villes se ressemblaient. Tous les marchands criaient, vantaient leurs marchandises, et il y avait même une tente où l'on achetait les produits de contrebande. De l'autre côté, on criait pour recruter des membres de guildes. Pas de restriction de niveau, mais l'âge de 20 ans. De l'autre côté, on demandait une équipe de tueurs de gobelins. Pas moins de 30 personnes. Luc décida de vérifier ce qu'il lui restait de ses aventures en forêt. Il sortit l'épée électrique, volée à Miss Rabbit en toute sécurité. L'utilisateur de cette épée est comme le tonnerre du ciel, avec la capacité d'assourdir tous ceux qui l'entourent. La fenêtre d'état donne les informations suivantes. Le volume a réussi, il a reçu un polissage d'épée électro. L'expérience, les compétences et la notoriété ont également augmenté. Si vous voulez vraiment, l'univers répondra et vous aidera. Luc était absolument ravi de recevoir une telle épée, une épée électro-policière. Il traversa la place et se dit qu'il serait bon de s'équiper avant d'arriver à l'endroit indiqué dans le scénario caché. Il serait une bonne idée de trouver certains des objets appartenant au roi de l'ombre. C'est alors qu'un marchand s'approcha de lui en personne, disant qu'il avait exactement ce dont Luc avait besoin. Luc est déconcerté, comme si l'homme avait entendu ses pensées. Le marchand continua à se frotter les mains, en disant que si Luc prenait un moment pour lui parler, il ne le regretterait pas. Il avait un objet très intéressant, lui assura-t-il. Luc jeta un coup d'œil à la fenêtre de statut. Elle montrait que l'utilisateur en face de lui était Daiso, profession, marchand.
Daiso continue d'intéresser Luc et lui propose de jeter un coup d'œil à SA Marchandises. Luc regarda le comptoir de Daiso et pensa que ce n'était que de la camelote. Luc pensa avec dégoût que ces marchands n'étaient bons qu'à appâter les nigauds et qu'il n'y avait rien de bon à y trouver.